Bonjour à tous, l'objectif de ce cours est de vous présenter dans le cadre de la formation IFSI le 2.2, les différentes fonctions anatomiques et aujourd'hui on va traiter de la fonction motrice qui est le point numéro 8 sur 22. Ce point va traiter de la fonctionnement des mouvements de l'organisme et des mises en place de ces mouvements. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va traiter de l'ostéologie et l'anatomie du squelette et du système osseux. On va faire une description dans un premier temps microscopique et ensuite une description un petit peu physiologique de la matrice osseuse. L'objectif de suivre l'ostéologie est de comprendre que ce système osseux fait partie d'un système locomoteur qui permet de créer le mouvement et de permettre la locomotion, le déplacement des êtres vivants de type animaux que sont les humains. Le système locomoteur va comprendre trois parties qui doivent être connectées pour pouvoir assurer ce mouvement. Le système ostéo-articulaire qui est basé sur un système passif qui va tenir la matière à mettre en mouvement. Un système musculaire qui est un système actif qui lui va provoquer et générer le, le mouvement des structures, et un système nerveux qui lui a pour fonction d'assurer une régulation et une organisation de tous les mouvements de l'organisme. Le corps humain est composé de différentes structures. Au niveau osseux, on appelle cela le squelette qui est l'ensemble de la matière de type osseuse. L'ostéologie, c'est l'étude des os. Ces os ont différentes propriétés. Ce sont des structures minéralisées très résistantes, mais qui peuvent être cassées si les forces qui s'exercent sur ces os sont trop puissants et trop intenses. Ils sont des structures déformables sous l'effet de pression et d'action régulières dans le cours du temps, et ils apportent une forte dureté à notre organisme. L'os est une structure minérale composée de cristaux qui se forment à l'échelle microscopique. Ces cristaux sont composés d'une matière appelée hydroxyapatite, qui est composée à la fois de calcium, de phosphore et d'autres minéraux, d'autres types d'ions, type magnésium, sodium et potassium. Et il y a aussi parfois, dans le cas de pathologie, des métaux lourds qui viennent s'insérer dans le prisme de ces cristaux. L'os se décompose en matière de type minéral, mais aussi en matière organique. On sait qu'il y a à l'intérieur de l'os une structure fibreuse composée de protéines, des protéines de type collagène, de type ostéonectine, ostéocalcine, des protéoglycanes. Ce sont des matériaux que l'on peut voir sur l'image que l'on voit en bas à droite, où on voit des petites zones, des petits tracés grisâtres qui partent des cellules noires, visibles sur le document. Ces zones grisâtres sont composées en grande majorité de ces protéines qui se mélangent à la matrice osseuse. Épiphysaire, on va trouver de l'os compact en périphérie et à l'intérieur un os spongieux. L'os spongieux donne une plus grande légèreté à l'os pour éviter d'avoir trop de masse et trop de poids dans le corps osseux qui rendrait notre corps trop lourd et trop difficile à porter. Il y a ainsi une aération dans la structure de l'os qui permet de rendre ces organes plus légers. On distingue ensuite une cavité à l'intérieur de notre os long qu'on a appelé le canal médulaire et qui contient la moelle osseuse. Cet os peut avoir en périphérie une structure appelée périoste. C'est la ligne blanche que vous voyez apparaître en surface externe de l'os. C'est une structure qui est plus chargée en matière organique, en cellules et en protéines. À l'intérieur, on trouve une même surface, une même couche qu'on appelle l'endoste. Cette couche est en surface interne de la cavité qu'il y a à l'intérieur de l'os.
L'os peut présenter des territoires avec une structure osseuse plus compacte à l'intérieur, notamment au niveau de la ligne épiphysaire, qui est la ligne de séparation de l'épiphyse et de la diaphyse, et qui marque un ancien territoire de croissance osseuse. On en reparlera plus tard. Un os plat, tel que ici l'os du sternum. Cet os plat a la particularité d'avoir une structure aérée et spongieuse au centre de l'os, qui permet de contenir une matière fabriquant la structure des cellules sanguines qu'on appelle la moelle osseuse. La plupart du temps, les prélèvements de moelle osseuse chez des patients qui sont donneurs de moelle osseuse pour d'autres individus qui ont des besoins de greffe de moelle osseuse se font prélever de la moelle osseuse dans les os plats, puisque l'on peut perforer ces os-là aussi bien au niveau du bassin, au niveau de l'épaule, de l'omoplate, mais pas trop souvent au niveau du sternum. Un os est composé de différentes structures de base à l'échelle microscopique qu'on appelle des ostéons. Un ostéon, c'est un regroupement de lamelles osseuses qui se déposent de manière concentrique autour d'un canal central. Le canal central de l'ostéon, appelé aussi canal de sanguin. Cet ostéon, c'est la structure que vous voyez là, représentée par le système de Harvest. Système de Harvest et ostéon sont des synonymes. Ce sont des structures qui prennent un aspect circulaire, et vous pouvez voir que le système de Harvest, l'ostéon, que l'on voit sur pointé par la flèche noire en haut là, a l'air d'empiéter. On voit que la partie basse a l'air d'empiéter sur l'ostéon qui était formé avant. C'est le cas. Au cours de la vie de l'os, il y a des remaniements, il y a des reprises de structures internes de l'os, et de nouveaux ostéons se forment régulièrement qui reprennent de la masse osseuse précédente pour former leur couche concentrique caractéristique d'un ostéon. On peut voir un ostéon sur l'image en bas à droite prise par microscopie sur une couche fine de matière osseuse. À l'intérieur de l'os, on va avoir des canaux horizontaux, des canaux qui sont perforants et qui permettent de faire passer des vaisseaux sanguins d'un canal central à un autre. Ces canaux perforants sont appelés des canaux de Volkmann. À l'intérieur de l'os, on va trouver non seulement des lamelles composées de matière osseuse calcifiée, mais aussi des cellules qui vivent entre les lamelles. Ces cellules sont appelées des ostéocystes. D'accord ? Ce sont les cellules sanguines qui constituent la matière vivante de l'os. L'os est un organe vivant. À l'intérieur des canaux de Harvest, à l'intérieur des canaux qui passent au milieu de l'ostéon, on va avoir plusieurs types de structures vivantes. On va avoir des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins, mais aussi on va avoir des nerfs qui circulent dans les canaux centraux des ostéons. C'est ce qui déclenche les douleurs lorsque la fracture de l'os apparaît, puisque l'on brise les nerfs présents à l'intérieur des canaux centraux des ostéons. L'ostéon se reforme progressivement en reprenant la matière des ostéons antérieurs pour progressivement se fabriquer, et ainsi les ostéons se superposent les uns à la suite des autres dans la matière centrale de l'os. La construction de l'os s'appelle l'ostéogenèse. L'ostéogenèse se fait à partir du tissu primitif présent à l'intérieur du corps d'un embryon. À l'intérieur du corps d'un embryon, on va trouver dans un premier temps de la matière encondrale. La matière encondrale est composée de cartilage. À l'intérieur d'un os, on va trouver du cartilage. Le cartilage est présent chez les organes, dans les organes des embryons, des nouveau-nés,
et progressivement, cette matière cartilagineuse va se faire remplacer par de la matière osseuse. Donc, on peut voir ici sur l'image que la zone d'articulation du genou du petit embryon n'a pas d'os. On n'a ici que des structures cartilagineuses qui assurent le mouvement et l'articulation. Progressivement, on voit des petites taches blanches qui apparaissent, qui s'appellent les points d'ossification primaire et qui vont permettre d'être les points de départ de fabrication de matière osseuse par les ostéoblastes. L'embryon, dans un premier temps, à partir de 3 mois, n'a que des structures osseuses de type cartilage et au fur et à mesure du temps, les structures osseuses vont se former sur la matrice et la base cartilagineuse. Cette base cartilagineuse va progressivement disparaître pour se faire remplacer par de l'os progressivement et continuellement. De 1 an à 10 ans, il y a fabrication et progression de la taille et de la masse osseuse à l'intérieur des os longs. On constate qu'à partir d'un certain âge, à partir de 12 ou 13 ans, il n'y a plus de cartilage que au niveau de la ligne épiphysaire, qu'on appelle ici sur le dernier os cartilage épiphysaire. Le cartilage reste présent entre l'épiphyse en haut et la partie longue de l'os, la diaphyse. Ce cartilage épiphysaire va rester ainsi tant qu'il y a croissance de l'individu jusqu'à ses 16, 17, 18 ans. Ce cartilage va rester actif, il permet à l'os de continuer à grandir et à croître en longueur. C'est pour ça que l'os d'un enfant de 10 ans ne va pas rester à la même taille, il va grandir, grandir, grandir jusqu'à atteindre la taille de l'os d'un individu de 17, 18 ans qui aura fini sa croissance. D'accord? Donc la croissance se fait aux deux extrémités de l'os, extrémité proximale et extrémité distale où on trouve un cartilage épiphysaire. Tant que le cartilage est présent, l'os peut s'allonger et croître. Dès que le cartilage a disparu, l'os se soude, la partie épiphysaire et diaphysaire se collent l'une à l'autre et ainsi, il n'y a plus possibilité d'avoir de croissance de l'os. Cette structure osseuse peut indiquer l'âge d'un squelette lorsque l'on réalise des radios ou qu'on fait des études sur des pièces osseuses retrouvées sur des êtres qui pourraient avoir subi des traumatismes. On le voit ici sur cet individu, la croissance osseuse se fait progressivement sur les organes de l'individu qui n'est pas homogène. Certaines parties du corps s'allongent plus longuement et plus rapidement au cours de la phase de l'enfance et ne continuent à grandir que les structures osseuses longues sur la phase adulte. Certains territoires osseux du corps continuent à croître toute leur vie. C'est le cas des os de la face et du nez et de la mâchoire. On peut voir ici des territoires en phase de croissance. Le talon que vous voyez sur la radio en haut à droite nous montre une petite ligne non soudée qui fait que l'extrémité du talon n'est pas soudée au reste du talon, ce qui nous indique que le pied de cet individu est encore en phase de croissance. Donc il s'agit d'une radio d'une personne qui a au minimum 14-15 ans. Il n'y a pas ici une radio d'une personne de plus de 14, 15, 16 ans. On voit que la partie de l'os du tibia qui est située au-dessus du talon, lui aussi est délimité par une séparation. Si jamais on regarde la radio centrale, on voit qu'il y a une petite ligne qui se forme dans l'humérus qui nous montre que l'os de l'humérus est lui aussi non soudé. Donc il s'agit de radios de personnes qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore fini leur phase de croissance. Les catégories d'os. Il existe plusieurs catégories d'os et plusieurs physiologies au niveau osseuse. Qu'est-ce qui entraîne la régulation de la physiologie osseuse? Premier facteur, la présence d'une hormone appelée GH,
qui s'appelle growth hormone. Elle stimule les cartilages et ainsi déclenche la croissance des os chez l'individu. Qu'est-ce qui régule la présence de GH dans le corps humain? Il y a des hormones thyroïdiennes qui peuvent stimuler la croissance et l'activité de la growth hormone, l'hormone de croissance. Les structures cartilagineuses vont se retrouver soudées sous l'effet de plusieurs types d'hormones. Les hormones sexuelles. Il existe chez les femmes les œstrogènes qui vont déclencher la soudure des os lorsqu'ils atteignent un certain dosage. Il va y avoir des hormones sexuelles masculines, la testostérone, qui chez l'individu peuvent entraîner une fin de maturation des os et entraîner la soudure des os qui arrête la croissance. Ces deux hormones, testostérone et œstrogène, peuvent aussi influencer légèrement la formation et la structure osseuse du corps de l'individu. Chez les femmes, elles peuvent légèrement élargir le bassin et chez les hommes, elles peuvent accentuer la forme et la taille de la mandibule, de l'os de la mâchoire. L'os est aussi un réservoir de calcium. À l'intérieur d'un os, on peut avoir du calcium qui est stocké et qui entre et qui sort au gré de la demande du flux sanguin qui circule dans le corps de l'individu et qui circule dans l'os pour récupérer cette matière calcium qui peut être libérée et relarguée par l'os. C'est ce qu'on appelle la résorption osseuse. On va déminéraliser l'os. D'accord? On peut aussi modifier la structure de l'os au gré de sollicitations mécaniques. On sait par exemple que l'os du bras de champion de tennis est plus développé et plus agrandi que l'os de leur autre bras qui ne tape pas dans la balle avec la raquette. L'os peut subir des remaniements en cas de fracture, ce qui permet de remodeler la structure de l'os et de refabriquer cette matière progressivement au cours de la vie de l'individu. L'os va subir des transformations au gré des modifications chimiques du sang. On a normalement dans le sang d'un individu une concentration normale estimée entre 2,24 et 2,74 millimoles par litre. Ce sont les valeurs de calcémie qui sont normales. Okay? Si jamais il y a un déséquilibre, on a un excès de calcium dans le sang, eh bien, la glande thyroïdienne va agir et libérer une hormone appelée calcitonine. Cette hormone va aller agir sur le dépôt des os et entraîner une augmentation du dépôt osseux sur les os présents à l'intérieur de l'organisme, ce qui aura pour effet d'entraîner une baisse du taux de calcium dans le sang et un rétablissement de la valeur normale. Sur une autre période, si l'organisme subit une chute du taux de calcium, on passe en dessous de la valeur de 2,24 millimoles par litre. Eh bien, à ce moment-là, le corps va réagir par le biais de ces glandes parathyroïdiennes, 4 petites glandes qui sont présentes à l'intérieur de l'organisme, qu'on appelle les glandes parathyroïdiennes, qui vont libérer la parathormone. Vous trouverez parfois la désignation PTH. La parathormone va entrer en action, augmenter sa concentration et va aller agir sur les ostéoclastes. Ce sont des cellules qui vont déclencher une résorption osseuse. C'est-à-dire que l'on va grignoter de l'os, on va dégrader de l'os pour remettre du calcium dans le sang. Et ainsi rétablir une valeur de calcémie autour de la normale et rétablir les valeurs de la normale. Ce système permet de maintenir une calcémie stable et homéostatique, c'est-à-dire qu'elle est régulée par l'organisme, et elle permet aussi de modifier la structure osseuse par le biais de déplacement des matières à l'intérieur de l'os. Il existe plusieurs types de fractures qui existent sur nos organismes. On peut juste avoir des fêlures de l'os.
c'est-à-dire que dans l'épaisseur, l'os a été brisé, déformé. On peut avoir des fractures qui sont dites partielles, on va juste avoir une partie de l'os qui est fracturée, ou on peut avoir une fracture qui est complète et qui est totale. À ce moment-là, eh bien, l'os peut être déplacé puisque les deux portions de l'os ont été fracturées. Cette fracture peut entraîner parfois une brisure de l'épithélium, on appelle cela donc de la peau, on appelle cela une fracture ouverte. Cet os a la possibilité de se reformer. Il faut remettre en connexion les deux parties osseuses qui ont été lésées et par le biais d'une modification de l'état physiologique de l'os, eh bien, on va refabriquer de l'hématome, on va refabriquer de la matière gélatineuse osseuse qui va générer un cal osseux que l'on voit ici sur la radio et qui va entraîner la soudure des deux parties de l'os qui a été séparée au cours de la fracture. Les fractures dans votre métier peuvent vous paraître spectaculaires. En voici quelques-unes et on a ici sur l'image un cas particulier où une personne avait un problème de cancer sur cet os et on a déclenché une ablation de l'os pour en remettre un artificiel, ce qui est tout à fait particulier. Dans certaines civilisations aussi, pour rallonger la longueur des os, il y a des travaux qui sont exercés pour séparer la longueur de l'os et étirer l'os progressivement. Ce sont des pratiques qui ne sont que anecdotiques. L'os, les catégories d'os sont de type os long, os plat, os court, qui sont les petits os présents à l'intérieur de la main, ou os irréguliers, qui sont des os qui présentent une structure diversifiée et une structure complexe.